Bonjour, Monsieur Michel Pierre. Bonjour. Donc, on va, on va faire cet entretien sur votre ouvrage qui s'appelle, je l'ai ici, Impossible innocence, histoire de l'affaire Seznec, Michel Pierre. Alors, Michel Pierre, nous le connaissons depuis très longtemps puisqu'il a travaillé sur l'histoire des colonies depuis les années 80 pratiquement. Et donc, je sais qu'une des premières œuvres qu'il a écrites, c'était Terre de la Grande Punition dans les années 80. Et puis, nous nous sommes rencontrés en Guyane il y a quelque temps à l'occasion d'une exposition sur le musée du Maroni, sur l'histoire du bagne. Et c'est au cours de de cette rencontre que nous avons évoqué l'affaire Seznec, dont il a fait cet ouvrage. Alors, un titre peut-être qui peut réchoquer, un titre qui a quelque chose de polémique en lui-même, puisqu'on parle de l'impossible innocence, donc quelque chose de très fort dans l'intitulé. Alors, Michel Pierre, c'est un historien et comme tout historien, pour pouvoir écrire ses ouvrages, eh bien, il se concentre, il part des archives et c'est grâce à ces archives qu'il a pu retracer toute l'instruction judiciaire que vous avez dans cet ouvrage, donc Michel Pierre, L'impossible innocence de l'affaire Seznec. Mais je pense que vous allez peut-être nous présenter la manière dont vous avez pris conscience de la nécessité de pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles cette affaire Seznec qui dure depuis 1924, je crois que c'est la décision de la Cour d'appel qui le condamne à la réclusion au bagne. Je pense que Michel Pierre va d'abord nous évoquer quelques aspects sur les faits. Bien sûr, on connaît l'affaire Seznec, mais pas dans les détails comme lui, et ensuite nous expliquer cette très belle affaire judiciaire. Michel Pierre, je vous en prie. Oui, c'est une histoire un peu compliquée à résumer, mais enfin, effectivement, c'est il y a à peu près un siècle, en mai 1923, nous avons deux amis, un maître de Syrie de Morlaix, Guillaume Seznec, et un négociant de Landerneau et conseiller général par ailleurs, qui s'appelle Pierre Kemner. Et les deux vont partir vers Paris pour vendre une Cadillac d'occasion. Alors quand on dit Cadillac, c'est pas une belle américaine des années 50, ce sont des véhicules qui étaient conçus pour les officiers américains pendant le premier conflit mondial. Et après l'armistice, eh bien, le matériel n'est pas reparti vers les États-Unis et un certain nombre de véhicules ont été proposés à l'achat et parfois un certain nombre de trafics. Donc ce véhicule est propriété, je ne vais pas rentrer dans les détails, plus ou moins des deux hommes, qui vont partir vers Paris pour le vendre, disent-ils, par rapport à un négoce ayant lieu avec l'Union soviétique qui acquiert comme ça en France des anciens véhicules de la Première Guerre mondiale. Les deux hommes vont partir ensemble et Seznec va revenir seul et on ne reverra plus jamais son compagnon de voyage, Pierre Kemner. Donc l'affaire va commencer comme ça. Finalement, la famille de Kemner va finir par s'inquiéter, la police va enquêter et on va se rendre compte d'un certain nombre de choses en interrogeant Seznec. Et ce qu'on va découvrir, c'est d'abord aussi la valise de Kemner au port du Havre. Et en ouvrant cette valise, on va découvrir qu'il y a une promesse de vente. Tout va partir de là, une promesse de vente d'une grande propriété sur les bords du Trieux que Kemner s'engage à vendre
à Seznec pour une somme relativement modeste, des 30 000 francs de l'époque, alors que la propriété en valait au moins 100 ou 120 000. Donc la police, découvrant cette valise, un certain nombre d'effets personnels de Kemner et cette promesse de vente, va interroger bien sûr Seznec. C'est bon, vous êtes sur cette promesse de vente, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à ce moment-là, Seznec va sortir de ses bagages, de sa poche, son exemplaire de la promesse de vente, puisqu'évidemment, ils sont deux pour cette vente. Et donc, on va lui poser la question, mais comment ça se fait-il que le montant de la somme est si bas, 30 000, etc. Et Seznec va dire, oui, mais il y a en fait, j'ai payé en dessous de table, en quelque sorte, mais en pièces d'or que j'avais gagnées lors de la présence des Américains et où je dirigeais une blanchisserie à Brest, etc. Donc, je passe aussi les détails, mais finalement, la police va se rendre compte que la fameuse promesse de vente, les deux promesses sont des faux fabriqués par Seznec à partir d'une machine à écrire qui va de fait être découverte dans la Syrie. Et un certain nombre d'autres faits concordants du même type, qui vont aussi bien du comportement de Seznec en prison, parce qu'il est finalement arrêté avec tous ces faits de présomption, même si on n'a toujours pas trouvé le cadavre de Kemner, on n'a toujours pas le corps de Kemner, et Seznec ne cesse de clamer son innocence. Mais tout ce que l'enquête va rassembler, donc la fabrication des faux documents, parce que Seznec raconte que Kemner l'a quitté à Oudan et a pris un train pour Paris. Il va essayer de faire croire ça en inscrivant là aussi une fausse écriture sur un carnet de Kemner retrouvé dans la fameuse valise du Havre, etc. Et puis, on va lui demander à Seznec de donner des... Parce que il a été vu achetant la fameuse machine à écrire au Havre le 13 juin, c'est 1923, c'est-à-dire la date même où on a trouvé aussi où on a trouvé la valise, si vous voulez. Donc il y a deux moments où il est vu et reconnu au Havre, donc le 3 juin où il achète la machine et le 13 juin pardon, où on retrouve la valise. Donc entre le 3 et le 13 juin, si vous voulez, il fabrique les faux en question et il se rend 2 fois au Havre et on a beaucoup d'éléments de l'enquête qui montrent qu'il s'est rendu au Havre. Mais on lui laisse la possibilité d'avoir des alibis. Où il était le 3 et le 13 juin, puisqu'il dit qu'il n'était pas au Havre, où était-il? Et il est incapable de préciser où il se trouvait. Il dit par exemple pour le 3 juin qu'il était dans un hôtel à Saint-Brieuc, mais à l'époque on remplissait des fiches. Aucun hôtel de la ville lui montre une fiche au nom de Seznec, mais après tout, bon, tous les hôteliers ne le faisaient pas, il est incapable de préciser tout ça. Donc il y a tout un ensemble de faits qu'on retrouve dans l'enquête et qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans l'instruction. Donc il y a une instruction qui est faite pendant plus d'1 an par un juge d'instruction extrêmement honnête, puisque je suis allé voir dans les archives comment ce juge d'instruction était jugé par sa hiérarchie, et on le considérait comme pusillanime textuellement, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui instruisait à charge et à décharge. Finalement, il y a suffisamment d'éléments pour faire que Guillaume Seznec soit envoyé en cour d'assises à l'automne 1924, où il frôle effectivement la peine de mort, parce que si on considère qu'il a entraîné Kemner dans un guet-apens, qu'on a affaire à un assassinat, il risque la peine de mort. Finalement, par égalité de voix des jurés, ce sera les travaux forcés à perpétuité. Entre-temps, toute la presse locale et nationale s'est passionnée pour cette affaire, parce que les personnages sont pittoresques, ça se passe dans une Bretagne qui ne l'est pas moins, et il y a quand même, bon, même si c'est un petit personnage politique, un conseiller général qui a disparu. Et puis, donc, Seznec va partir au bagne en 1927, et l'affaire va peu à peu se tasser. On en parle moins, mais personne à l'époque, j'ai bien regardé la presse du temps et tous les documents, personne ne met en cause ni le sérieux de l'enquête, ni le sérieux de l'instruction, ni la menée des débats en cour d'assises, qui est même considéré par les chroniqueurs judiciaires de l'époque comme exemplaire. Donc, dans votre ouvrage, pardon, dans votre ouvrage justement,
vous partez de cette analyse de l'instruction et ensuite vous mettez en crescendo toute la fascination que cette affaire a transportée jusque pratiquement encore de nos jours. Comment Oui. est-ce que vous avez abordé cette évolution Ben, d'un impact médiatique? c'est ça, on a une affaire, j'allais dire un fait divers, plus ou moins crapuleux et vaguement banal. Et comment ça se transforme, puisqu'on en parle encore un siècle plus tard, dans cette invraisemblable chronique séculaire d'une affaire médiatique. Et en fait, tout vient, et ça c'est le personnage sur lequel j'ai pas mal travaillé, d'un juge d'instruction, ou d'un ancien juge d'instruction qui s'appelait le juge Hervé, et qui, bon, honneur à sa mémoire, a été quand même un peu dérangé, je dirais. J'ai retrouvé les documents relatifs à son incarcération à l'hôpital psychiatrique de Rennes. Et ce brave juge a eu, et ça semble un roman, mais c'est vrai, deux visions, pourrait-on dire, dans sa vie. D'une part, celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui lui demandait de lui construire des cathédrales, et je ne blague pas, et puis Guillaume Seznec, dont il se convainc que ce forçat dont on commence à ne plus trop parler est totalement innocent. Alors, il va inventer une autre hypothèse, que Kemner a été tué par quelqu'un de sa propre famille, de Kemner, et non pas par Seznec, etc., etc. Et ce juge d'instruction, par la force comment dirais-je, de son délire, va finir par entraîner localement, dans le Finistère, la représentante de la Ligue des droits de l'homme. Sur ce duo se plaque aussi un homme de presse de Rennes, à la tête d'un hebdomadaire d'extrême droite qui trouve là le moyen un peu d'embêter la République. Et en deux mots, vous allez avoir ce trio extravagant du journaliste d'extrême droite de Rennes, de l'ancien juge d'instruction et de l'institutrice de Riec-sur-Belon, représentante locale et femme remarquable par ailleurs de la Ligue des droits de l'homme, qui vont susciter des meetings, des réunions, tout un mouvement qui va secouer la Bretagne, qui en fait va se reconnaître dans le cas de Seznec, comme si c'était la justice de Paris qui avait condamné un Breton innocent. Et cette action, qui est soutenue aussi par la famille Seznec, parce qu'il n'y a pas d'affaire Seznec s'il n'y a pas une famille qui, génération après génération, et c'est tout à fait honorable, se dit convaincue de l'innocence de Guillaume. Mais petit à petit, on ne va pas cesser jamais de ne parler de l'affaire. Alors, les journalistes des années 30, par exemple, qui vont en Guyane, ne manquent pas d'aller rencontrer ou tenter de rencontrer Seznec, qui à ce moment-là aux îles du Salut, hein, comme c'est une vedette de cour d'assises, il est enfermé à l'île Royale, et les journalistes font un certain nombre de reportages très dans le sens de l'opinion publique, sauf l'un d'entre eux, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Alexis Danan, qui aussi en son temps avait beaucoup dénoncé ce qu'on appelait les bagnes d'enfants. Alexis Danan a un doute, trouve le personnage, effectivement, ce qui avait nui du reste aussi à Guillaume Seznec au moment du procès. Il était quand même plutôt réputé pour être procédurier, trafiquant. Il s'occupait de beaucoup de choses, mais pas tout le temps de sa Syrie. Et donc, la Seconde Guerre mondiale, on va moins parler de Seznec, mais il va revenir en France en 1947, et là, la machine, en quelque sorte, va repartir. Alors, exemple de la fabrication médiatique des choses, ce sera juste un cas, mais il est intéressant. Vous trouvez, par exemple, partout sur Internet ou dans un certain nombre d'ouvrages, que Seznec a été gracié par le général de Gaulle. Alors là, vous ne pouvez plus rien dire. S'il est gracié par le général de Gaulle, vous vous dites, mais alors vous frôlez, je frôle le révisionnisme. C'est pas possible. Sauf que c'est entièrement faux. Effectivement, de Gaulle, du reste, au moment où le texte est signé, il est plus à la tête de l'État, mais n'empêche, ça avait été préparé avant par ses services. C'est effectivement un texte qui, en quelque sorte, révoque toutes les condamnations des bagnards encore en cours de peine en Guyane à l'époque, c'est-à-dire 650 ou 700, dont on considère, ceux qui n'ont pas été trop lourdement condamnés, que les peines sont remises, une sorte de grâce, mais une grâce générale. Seznec n'est
qu'un parmi 700. Donc, ce n'est pas du tout De Gaulle qui a gracié un Seznec qui lui aurait donné une importance particulière. Et je pense que le général n'avait sans doute jamais entendu parler de ce condamné. Donc, après-guerre, après 1947, il n'y a eu de cesse d'un certain nombre de demandes de révision, en C'est général peut-être plus même, fortes. il me semble, le procès qui a eu le plus de demandes de révision en Absolument. France, non? Ah oui, alors des demandes qui ne dépassaient pas un simple texte Oui, qui oui. n'avait pas grand sens, qui était farfelu. La seule un peu sérieuse, mais on est dans une époque beaucoup plus proche, dans les années 1980, a été celle de maître Denis Langlois, qui avait relevé un certain nombre de points qui ne posaient pas vraiment de problème. Et finalement, la vraie révision est intervenue au XXIe siècle, après une demande en 2001 de Madame Lebranchu, ministre de la Justice. Et en 2006, la Chambre criminelle de la Cour de la Cour de cassation, statuant comme une cour sur la révision éventuelle du procès, après un travail énorme pendant plusieurs mois, après avoir regardé le dossier, mené de nouvelles enquêtes, autant qu'elles soient possibles près d'un siècle après ou des décennies après les faits, a jugé qu'il n'y avait strictement aucune raison de remettre en cause le jugement de 1924, en ayant vraiment essayé de voir s'il n'y avait pas des éléments nouveaux, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer alors cette fascination que continue à exercer l'affaire Seznec, puisque après cette cour de révision 2006, cette chambre criminelle, eh bien, le théâtre avec Robert Hossein, le cinéma, etc., on continue à faire courir ce bruit que Seznec est innocent, donc en contradiction avec ce que la justice a établi depuis plusieurs années et presque un siècle. Je pense que d'abord l'opinion publique, et c'est tout à fait normal, est sensible au cas d'erreur judiciaire. Donc, vous avez un premier élément. Vous avez aussi l'histoire familiale, c'est-à-dire vous avez toute une famille. Vous avez eu la femme de Seznec, la fille de Seznec, le petit-fils, qui ont porté ce combat avec, je dirais, un rare talent, avec aussi la capacité de faire pleurer dans les chaumières et d'inventer des faits, comme celui que je racontais sur De Gaulle, de mêler à l'affaire, par exemple. Il se trouve, parce que ça c'est un point clé de l'histoire, que l'un des jeunes inspecteurs qui va commencer l'enquête aux côtés du commissaire Vidal, qui va finalement confondre Guillaume Seznec, s'appelle Pierre Bonny. Or, Pierre Bonny a eu le destin que l'on sait pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de ce qu'on a appelé la bande Bonny-Lafont. Et donc, le simple fait que Bonny, le jeune Bonny, qui joue aucun rôle pratiquement dans l'enquête, ou les quelques documents, entre parenthèses, que j'ai trouvés signés Bonny, sont plutôt à décharge ou essayent de trouver des éléments pouvant constituer un alibi pour Seznec. Donc, il n'a absolument ni manipulé, ni quoi que ce soit par rapport à l'affaire. Mais, vu son destin d'après, il était évidemment facile de dire, ben voilà, ce garçon, ce policier qui avait plus ou moins trempé dans l'enquête sur Stavisky, puis ensuite a eu le destin qui a été le sien pendant la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait déjà qu'être une crapule au moment de l'affaire Seznec, et donc a joué pour sa condamnation. Donc ça a été un élément. Donc vous avez la famille, vous avez l'invention d'un certain nombre de délires, la presse qui reprend tout ça parce qu'elle sait, ou la radio aussi qui a été importante, que ça fera toujours de l'audience, quoi. Donc, et puis vous avez un peu comme au début de l'affaire, la Bretagne qui va se mobiliser. Donc, ça devient le cas du breton innocent, condamné à cause de la justice française, etc. Juste une anecdote encore, il y a une période récente, le groupe Trian, connu des amateurs de musique celtique, commençait
ces concerts en le dédiant au plus vieux prisonnier, au plus vieil innocent de France, qui était Guillaume Cesnec. Et là, vous aviez, parce que j'ai vu la chose au Stade de France lors d'une nuit celtique, vous avez 60 000 personnes debout qui acclament le pauvre innocent. Donc vous avez une telle force de tous ces éléments qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité des faits, y compris même de la décision de la chambre criminelle, puisqu'elle est de 2006 et que la pièce de Robert Hossein dont vous parliez est de 2010. Donc 4 ans après, on, on, on raconte encore ou on élabore un scénario qui ne tient aucun compte que de toutes les charges accumulées contre Seznec. Et même encore récemment, il y a 2 ans, alors on reprend une ancienne théorie. Là, cette fois-là, celle-là est particulièrement étonnante parce qu'elle stipule que, sur base d'un des témoignages du fils de Guillaume Cesnec, que Kemner, la nuit où il a disparu, en fait, il a repris un train pour Morlaix, sachant que Guillaume Cesnec, lui, était vers Paris, et Kemner revient dans la Syrie de Cesnec pour s'en prendre à la vertu de Madame Cesnec, qui se défend. Alors, bon, elle se défend, donc Kemner tombe sur un coin de la cheminée, reçoit un coup de chandelier. Là, il y a 2 versions possibles. Il meurt. Et comme dans une pièce de théâtre, quelques heures après, Guillaume Cesnec revient avec la voiture de Paris, découvre le cadavre. Les deux, sachant à ce moment-là que si Kemner meurt comme ça, comme il avait sur lui la promesse de vente qui était tachée de sang, elle n'était plus valable. Donc, ils vont se débarrasser du corps, refaire des nouvelles promesses de vente. Et donc, on a fait des fouilles il y a 2 ans dans la maison des Cesnec pour voir si Kemner n'y était pas. Alors, c'est vrai, on a trouvé un os, mais c'était un os de veau. Donc, il y a un moment où tout ça finit par être tellement extravagant bon, voilà, il suffit de revenir aux faits, à la réalité des événements et de replonger dans les archives. Mais c'est un joli conte judiciaire. Il n'est pas impossible encore qu'on retrouve de nouvelles hypothèses. On a tout eu quand même. Hein. On a eu le crime passionnel, on a eu les bolcheviks, on a eu Bonny, on a eu aussi la famille, etc. Enfin, cela dit, pour être moins comment dirais-je, moins, moins polémique en quelque sorte, ou plus serein, il y a quand même une victime dans cette histoire. Et une victime, ainsi que la famille, parce que la famille du disparu, pour des raisons, je dirais, médiatiques, a quand même été traînée dans la boue dans les années 1930 en étant en quelque sorte accusés du meurtre ou de la disparition de leurs parents. Alors que dans ce cas, nous avons pour Seznec le mobile, hein, qui est un mobile financier, qui est un mobile matériel, qui est celle de s'emparer de cette propriété qui l'intéressait vraiment. Non pas, alors quand on dit propriété, c'est pas seulement une grande maison, c'est surtout des dizaines d'hectares dans l'une des dernières grandes forêts de Bretagne. Alors évidemment, pour un maître de scierie, la possession de ces hectares était intéressante, surtout que ses affaires n'étaient pas florissantes. Donc, parfois, quand j'ai fait le livre, je pensais aussi à la famille de Kemner, qui, au contraire de ce qu'il est parfois dit, il existe encore, non pas des descendants directs, mais des descendants de la parentèle, qui n'ont jamais osé ou n'osaient plus, en tout cas jusqu'à une période récente, dire quoi que ce soit, tellement terrorisés par la force médiatique de ce qu'ils avaient en face d'eux. Et le premier article que j'avais fait sur la question dans la revue L'Histoire en 2001 et la sortie du livre a permis, ça a au moins été quelque chose, à cette famille ou aux descendants de Kemner de pouvoir en quelque sorte exister à nouveau. Écoutez, un grand merci. C'est un livre que je conseille très vivement à chacun de lire parce qu'il apporte des précisions que l'on ne connaissait pas dans cette affaire.
On voit que le travail d'archives apporte des réponses qui ne sont pas forcément celles qui ont été développées dans le grand public et qui donc complètent, finalement, ne vont pas forcément à l'encontre, mais complètent certains manques. Et donc, un grand merci et à très bientôt. Merci Merci à beaucoup. vous. Au Merci. revoir. Au revoir.